C'est quoi ça? Siméon, réveille-toi! Coca, qu'est-ce qui se passe? Regarde là-bas! Oh la vache! Non, pas le troupeau! Regarde la ville! Oh la vache! Mais c'est la guerre ou quoi? T'arrives à voir ce qui brûle? Ouais, je crois que c'est l'usine Lubrizol dans le centre. Ah, mais en même temps, est-ce que c'était pas la pire idée du monde de stocker des tonnes de matière combustible en plein milieu de la ville? Tu crois que les gens, ils savaient ce qu'il y avait juste à côté de chez eux? Oh, ça m'étonnerait. La plupart sont probablement jamais posé la question. Il faut qu'on fasse quelque chose. Là, c'est leur propre sécurité que ça concerne. Ouais, mais ils ont pas toutes les infos. Pourtant, c'est pas aussi inaccessible que ça, si? Regarde leur système juridique. S'ils arrivaient à saisir quelques clés de compréhension, ça pourrait peut-être faire la différence. Non mais laisse tomber. Pour qu'ils s'emparent des outils juridiques, il faudrait déjà qu'ils les connaissent, qu'ils les comprennent au moins un peu. Mais le droit de l'environnement, c'est sûrement une des choses les moins sexy du monde. Ouais, mais justement, qu'on le veuille ou non, il n'y a que pour changer les choses. Alors autant les aider à y trouver leur intérêt. Peut-être qu'on pourrait essayer de leur expliquer. Tu vois, on pourrait, je sais pas moi, créer notre cabinet de vulgarisation de droit de l'environnement. N'importe quoi, Odette. C'est complètement irréaliste comme idée. Simeon, on est deux piafs qui parlent. Sur cette base de réalisme, je pense qu'on est large niveau idée saugrenue. C'est pas faux. T'as une idée pour le nom? Alors, je sais pas, tu me dis ce que t'en penses, mais j'ai pensé à cabinet Odette et Simeon associés. COSA pour l'anagramme. Ah ouais, carrément, genre, causa est fait. Non, s'il te plaît, Simeon, commence pas. C'est mort. Pardon, mais au final, t'y connais quelque chose, toi, en droit de l'environnement? Ouais, un peu, ouais. Enfin, je crois, plus ou moins, tu vois. On va se former. Mais ça va pas nous prendre longtemps? Bon, quelques jours, je pense. Est-ce que t'es partant? Ouais, ok. Il y a maintenant 1 an, l'entreprise Lubrizol a été la proie d'un grand incendie. C'était entre le 25 et le 26 septembre 2020 à Rouen, en Normandie. Quelques heures à peine après, la préfecture demande la fermeture de tous les établissements scolaires. Et à midi, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, déclare qu'il n'y a pas de dangerosité particulière. Mais ajoute que toute inhalation présente une part de dangerosité. Le lendemain, la ministre de la Santé indique que la ville est clairement polluée par les suies. Alors que sa collègue ministre de la Transition écologique déclare au même moment qu'il n'y a pas de polluants anormaux. Le jour suivant encore, le préfet évoque une catastrophe majeure. Mais précise que l'air est dans un état habituel. Pour autant, les productions végétales ne doivent pas être récoltées. Le 1er octobre, près d'une semaine après l'incendie, la préfecture publie enfin la liste des produits chimiques partis en fumée, jusque-là inaccessibles, avant d'annoncer 3 jours plus tard que cette liste est incomplète, car les entrepôts de l'usine voisine ont également brûlé. Il ne s'agit pas là d'un cas rare, pourtant. Le 1er juin 2020, l'entreprise Léa Composite, qui fabrique des coques de piscine en polyester, a été détruite lors d'un incendie, polluant plusieurs kilomètres carrés de zones humides. Et le 23 juillet dernier, une fuite d'agents chimiques au sein du complexe pétrochimique Lavera, dans les Bouches-du-Rhône, crée une nappe d'acide polluante qui se déverse dans la Méditerranée. Globalement, quand on prend les chiffres du BARPI, C'est-à-dire le Bureau d'analyse des risques et des pollutions industrielles, entre 2014 et 2019, le secteur du traitement des déchets et des eaux usées a vu son nombre d'accidents augmenter de 150%. Et globalement, le seul secteur dont le nombre d'accidents est en baisse aujourd'hui, c'est la métallurgie. La tendance est à la hausse partout ailleurs. et dans tous ces accidents qui reviennent de plus en plus fréquemment, on nous parle de Céveso seuil haut, d'ICPE, de nomenclature des sites industriels à risque. Et entre le discours de bon père de famille d'un gouvernement qui ne veut pas nous affoler, à tout prix, jamais, Et de l'autre côté, l'empressement de la rumeur, des vidéos sans aucun rapport diffusées sans contexte, et de l'alarmisme de certains, il faudrait tâcher d'y voir plus clair. si jamais ça devient trop technique et que vous avez besoin de précision, posez vos questions en commentaire. On tâchera d'y répondre. Enfin, dans la limite du possible. Ainsi, commençons par remonter dans le temps. En 1794 survient un événement qui mettra sur la table la question des risques industriels. La poudrerie de Grenelle explose et cause plus d'1 millier de morts et de blessés. Cet accident amènera notre bon vieux Napoléon à sortir un décret en 1810 qui impose une autorisation pour installer un atelier ou une manufacture à proximité d'habitations. Près d'un siècle plus tard, en 1917, pendant la guerre, une nouvelle loi arrive et intègre la notion de pollution, en parlant de danger pour la santé publique ou pour l'agriculture. Et oui, parce que avant la moitié du XXe siècle, parler d'environnement et de protection de celui-ci, c'est un petit peu trop tôt. Ensuite, tout s'accélère un peu à partir de 1976. L'accident de l'usine chimique sur la commune de Meda en Italie, répondant au nom de Seveso, entraîne une prise de conscience de la part des autorités des pays industrialisés.
La France adopte une loi qui impose une autorisation qui viendra couvrir tout un ensemble de risques, comme les pollutions des sols, de l'eau, de l'atmosphère, les déchets, et crée dans la foulée l'inspection des installations classées, chargée de surveiller la conformité des sites à risque. Au niveau européen, on adopte la directive Seveso, qui cherche à mieux encadrer ce genre de site. En 2001, un autre drame survient. L'usine AZF à Toulouse explose. On recense 31 morts et plusieurs milliers de blessés. La substance à l'origine de l'explosion se trouve être le nitrate d'ammonium. C'est-à-dire la même substance responsable de l'explosion du 4 août 2020 à Beyrouth. En réaction d'AZF, le gouvernement promulgue une loi le 30 juillet 2003 qui durcit les conditions d'obtention d'autorisation et renforce le contrôle. Et alors là, vous devez probablement vous rendre compte que la législation dans ce domaine avance par réaction. Une poudrière explose, Un décret, une usine explose, une directive européenne, une autre usine explose. on fait une loi. Et du coup, concrètement, maintenant, comment est-ce que la loi, elle nous protège ? Eh bien, principalement grâce à un outil, les ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement. C'est-à-dire... C'est tous les sites qui vont être susceptibles de causer des atteintes à l'environnement. Et ils sont listés par l'article L511-1 du Code de l'environnement. Un petit extrait, peut-être ? Oh oui, avec plaisir. Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter les dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Respire. C'est donc un petit peu large. Ça va concerner des carrières, des ateliers, mais aussi des élevages industriels, des stations d'épuration, des décharges, tout ce que l'humanité a fait de plus beau jusque-là. Et elles sont toutes soumises aux mêmes impératifs ? Non. En fonction de leur risque et de leur potentiel polluant, elles vont être classées en 3 catégories. D'abord, on a le régime déclaratif. C'est le plus simple. Ça va concerner les installations de petite taille et globalement, les exploitants doivent juste déclarer à la préfecture leur activité et parfois certaines sont soumises à contrôle. Plutôt tranquille, donc. Clairement. Après, on passe au régime de l'enregistrement. C'est la catégorie intermédiaire. Cette fois, l'exploitant va faire une demande à la préfecture. Et le préfet peut autoriser ou refuser l'installation après une enquête publique, c'est-à-dire après avoir interrogé les habitants et les acteurs du coin. Ok, c'est un début. Et enfin, on a le régime de l'autorisation. C'est le régime le plus strict. L'exploitant va devoir faire une demande à la préfecture, il va y avoir une enquête publique, mais cette fois, les preuves exigées sont beaucoup plus grandes. L'exploitant va d'ailleurs devoir fournir une étude d'impact et une étude de danger. Et je suppose que plus on monte dans les régimes, plus les normes qui s'appliquent sont exigeantes. C'est l'idée. Mais c'est pas fini. Au sein des ICPE soumises à autorisation, on va distinguer celles qui ont un risque important, qui vont être classées Seveso seuil bas, et celles qui ont un risque majeur, qui seront classées Seveso seuil haut. Comme c'est le cas pour Lubrizol ou l'usine des Bouches-du-Rhône dont on parlait au début. Exactement. Et comment on sait quel régime s'applique au cas par cas ? Et qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire ? Eh ben, pour savoir ça, l'État a établi des rubriques par activité. Plein de rubriques. Tu veux la liste complète ? Non, juste un exemple peut-être. Bon, ok. Retour sur Lubrizol. La rubrique 1510 concerne le stockage des matières produites aux substances combustibles dans des entrepôts couverts. La rubrique indique que tous les entrepôts entre 5000 m3 et 50 000 m3 sont soumis au régime de déclaration avec contrôle périodique. Les entrepôts entre 50 000 m3 et 300 000 m3 sont soumis au régime de l'enregistrement. Et enfin, les entrepôts au-dessus de 300 000 m3 relèvent de l'autorisation, comme c'est le cas pour Lubrizol. Attends. Quoi ? T'as pas entendu les dernières nouvelles ? Non, vas-y. Le ministre de la Transition écologique a présenté un projet de décret il n'y a pas trop longtemps, pendant que Monsieur dormait paisiblement. Et ce projet de loi, il prévoit de faire passer le seuil d'autorisation de cette rubrique de 300 000 m3 à 900 000 m3. Et en plus de ça, ils ont carrément pour projet de supprimer purement et simplement le régime d'autorisation pour certaines rubriques. Genre pour le stockage de papier, pour le stockage de polymères ou de pneus. Ouais, genre des trucs qui brûlent pas, quoi. Les mecs ont bien retenu les leçons de Lubrizol, décidément. Et sur l'inspection, il disait quelque chose ? Je crois pas trop, non, pourquoi ? Parce que l'inspection, c'est un peu le cœur névralgique du problème des installations classées, en fait. Cette inspection, elle a ni les moyens matériels, ni les moyens humains pour faire face aux enjeux actuels. Par exemple, pour te donner quelques chiffres, le ministère de l'écologie comptait en 2018 1600 inspecteurs pour assurer plus de 18 000 inspections. Bon, c'est pas mal, non ? Ouais, enfin, il y a 10 ans, le nombre d'inspections s'est élevé à 30 000. On a divisé par 2 le nombre d'inspections. Et ça donne des choses incroyables. Pour revenir à Lubrizol, par exemple, l'administration a demandé le 8 novembre, après l'incendie, des informations qui auraient dû être fournies il y a plusieurs années. Ah ouais, quand même. Mais du coup, en augmentant les seuils, ça va diminuer le nombre de contrôles encore. Purée, mais face à ce manque de moyens, faudrait qu'on s'organise. Faudrait qu'on soit plus vigilant sur les enquêtes publiques et les lanceurs d'alerte, non ? Si, carrément. Sauf qu'on a 2 problèmes face à ça.
Déjà, le premier, c'est que quand il y a des enquêtes publiques, donc quand l'administration va venir nous présenter ses projets à tous ceux qui sont concernés, voisins, assos, etc., elle fait un énorme travail de pédagogie pour expliquer les enjeux. Ah, je sens une fausse bonne idée là. Ouais, parce que dans la pratique, cette pédagogie, ça trahit surtout une vision de l'individu pas démocratique du tout. L'individu, il est considéré dans le meilleur des cas comme un espèce d'enfant inapte à qui il s'agit d'expliquer de manière pédagogique la situation pour qu'il l'accepte. On retrouve ici le discours actuel de notre cher gouvernement qui vient nous expliquer que si l'on n'est pas d'accord, c'est que l'on n'a pas compris et que si l'on écoutait suffisamment, eh ben on serait d'accord avec eux. Ce serait une vision paternaliste au possible où le compromis et la négociation est même plus envisagé. Hé, mollo, ça va aller. Calme-toi. Bon, l'autre problème qui se profile et que moi j'arrive pas à trancher de mon point de vue, c'est la question de la sensibilité des informations publiques. Parce que beaucoup d'infos sont mises à disposition afin que tout le monde puisse bien comprendre les enjeux à chaque site. Sauf que certaines ne sont pas présentées. On va enlever des sites internet toutes les données décrites comme sensibles pour la sécurité des installations. Ça va être toutes les infos qui pourraient compromettre la sécurité de certains sites face à des menaces criminelles. Et en fait, ça pose une question fondamentale. Jusqu'où on peut faire confiance aux entreprises? Parce que publier certaines infos, pour eux, c'est s'exposer à des risques criminels. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance au point de nous laisser des zones d'ombre? Bon, on va peut-être conclure là, je me ferai bien un gros mulot. Non, mais attends, parce qu'en fait, tout ça, ça nous ramène à Lubrizol. La gestion de l'usine, elle était méconnue du grand public. La gestion de la crise, elle était catastrophique, entre occultation et déni. Et on a eu un gouvernement qui nous a répété en boucle et en boucle que tout allait bien, que tout était sous contrôle, et qui n'a pas l'air d'avoir appris grand-chose depuis que notre frontière magique a arrêté le nuage de Tchernobyl. Mais attends, tu vas où là? Allez, ciao, je me casse. Non mais reviens. Non, abonne-toi. Allez, partage. Allez, oui, s'il te plaît. En vrai, partage.